algérienne, de ses cadres, de ses éléments conscients, d'essayer de mettre le train sur les rails et de faire redémarrer l'Algérie. Oui. Président Boudiaf, quand vous êtes arrivé, le processus électoral venait d'être suspendu, le gouvernement avait donc deux solutions, ou bien rester dans ce processus démocratique engagé 2 ans auparavant, notamment en juin 90, et puis laisser le Front islamique du salut prendre régulièrement le pouvoir, ou bien suspendre les élections législatives, ce qui a été fait, et entamer le combat contre les islamistes. Alors, je voudrais que vous regardiez d'abord, avant de connaître vos réactions, ce reportage de Khaled Mella et de Jean-François Renou, qui est un exemple de l'implantation du FIS dans les campagnes qui, au vu des résultats électoraux des élections locales de 90, n'est en effet pas très contestable. Regardons. À 450 km à l'ouest d'Alger, Yellel, un village rural de 2000 habitants. Dans cette région, en juin 90, 67% des paysans ont voté pour le Front islamique du salut. Sur 38 communes, 38 ont été remportées par les hommes de Abbassi Madani. Depuis l'instauration de l'état d'urgence en décembre dernier, des islamistes ont été destitués de leurs responsabilités, d'autres arrêtés et emprisonnés. L'un des rares encore en fonction, Djilali Moussa. Il a 33 ans, fils de paysan, il est maire de la commune. Il s'attend, lui aussi, à être déchu de ses fonctions à tout instant et au mépris de la loi, dit-il. Le fils n'a pas venu dans cette place avec du trafic. بصفة تاع قانون avec le droit رجعت جينا لهذا البلاصة. دونك علاش هذه المشاكل؟ pourquoi ce problème pour nous? Pourquoi 15 000 bonhommes en prison le mois de Ramadan? Pourquoi? Témoin de notre entretien, le conseiller politique du FIS. Il exige du maire qu'il soit parfaitement clair. Pas étonnant, nous demandions si une femme peut être bonne musulmane et porter la mini-jupe. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ce n'est pas moi que je ne suis pas d'accord. Le Dieu n'est pas d'accord avec ces manières. Pourquoi? C'est l'hypocrisie. Pourquoi? Nous ne sommes pas contre de toutes les personnes. Nous ne sommes pas contre des Algériens. Nous ne sommes pas contre un Français. Je ne suis pas contre. Mais je suis contre qu'il y ait contre le Dieu. En islam, pas de démocratie. Parce que le musulman, il avait un code pour vivre dans cette vie. Le musulman, il avait un code pour vivre, dans une يعني يعيش حياة يعني ما يغلطش فيها ما يخطأش فيها في أمور باينة في des choses qui est correct dans ce يعني في هذا القرآن. Quelques heures plus tard, le maire recevra la visite des gendarmes et lui sera interdit de nous revoir. Le silence devient une obligation, comme le port du voile. Nous avons des lois, des supérieurs, allez les voir. Le premier adjoint du maire, lui, se réfugie derrière les autorités, pas question de parler. Dans les années 70, sous Boumedienne, les paysans algériens sont devenus les enfants chéris de la révolution agraire. On leur a distribué la plupart des terres appartenant aux riches. Du même coup, ils sont devenus des fonctionnaires.
Cette politique agricole a pour résultat l'appauvrissement des paysans. Dans les campagnes, la déception est grande. Aux élections municipales de 90, le Front islamique en fut le bénéficiaire. Il a promis au nom du Coran de rétablir la propriété privée et la liberté d'exploitation. Beni Saad est agriculteur. Il fait partie de ces déçus. Élu du Front islamique du Salut à l'Assemblée régionale, il n'hésite pas à dénoncer la répression. C'est une lettre que j'aimerais bien passer à cause des gens qui sont en prison, emprisonnés dans des camps de concentration, durant où la chaleur, d'après ce qu'ils disent, dans la zone où ils se trouvent, c'est 52 degrés à l'ombre et durant le mois de Ramadan. Pour une Algérie qui va pour un résultat de pire en pire. Il y a des responsables, il y a des militants de base, il y a des sympathisants. Il y a d'autres gens de d'autres partis qui ont été pris. Les candidats qui sont présentés aux dernières élections législatives ont-ils été arrêtés? Les meilleurs ont été arrêtés. Qu'est-ce que vous entendez par les meilleurs? Les gens les plus actifs. Parce que si je suis là, c'est parce que je ne suis pas trop actif, je suis pris par d'autres choses. C'est tout. Loin des préoccupations de l'État, le progrès s'est arrêté aux portes des campagnes. Ici, pas d'eau courante, l'électricité n'est arrivée qu'en 1987. Aujourd'hui, les femmes sont comme hier, comme leur mère, gestes silencieux, soumission absolue jusqu'au bulletin de vote, il est compris dans la dot. C'est le mari qui décide de tout pour sa femme. Mohamed est militant du Front de Libération Nationale, le FLN, surtout par tradition familiale. Candidat aux dernières élections, il réfute le programme des islamistes qui se servent, selon lui, de la religion pour tromper les paysans. Je suis au FLN depuis très longtemps, exactement depuis 1978. Je n'aime pas le fils. Le fils le sait bien que nous sommes musulmans, depuis avant même son apparition. On a toujours été musulmans. Nous faisons la prière, nous donnons le bol. Ce n'est pas avec l'arrivée du fils que l'islam est né. On trompe les gens. Les paysans sont ignorants. On leur a dit que le fils allait leur donner beaucoup de choses, mais dans les faits, tout le monde regrette d'avoir voté pour eux. C'est une erreur, je le répète. Les paysans ont été trompés, ils sont analphabètes. Et moi qui suis lettré, j'aurais pu être fils et abuser les paysans. Si le fils avait accédé au pouvoir, eh bien les libertés individuelles auraient été supprimées. La terre aurait été retirée aux paysans. Ils le disaient eux-mêmes, si tu possèdes de logements, on t'en prendra un. C'est pour ça que les paysans commencent à se détourner d'eux. Mostaganem, la ville des festivals. La politique du fils a privé ses 200 000 habitants de l'ouest algérien de toute manifestation culturelle. Plus de cinémathèque, plus de théâtre, fini les concerts. La musique n'est pas inscrite dans le Coran. En juin 91, le parti religieux, ici, comme dans toute l'Algérie, appelle à l'instauration de l'État islamique. Le gouvernement algérien a réagi en arrêtant tous les leaders du Front islamique. Actuellement, Mostaganem n'a plus de maire. C'est le préfet qui a pris les commandes. Lorsque le soleil se couche, le muezzin annonce la fin du jeûne et la sirène retentit comme une alerte. Monsieur le Président, vous venez de regarder avec nous ce reportage que les Français viennent de voir également. On va venir dans un instant à votre gouvernement, votre programme politique, ce qu'il y a à faire dans ce pays qui n'est pas mince. Mais d'abord des points très sensibles qui touchent, disons, à votre conception du respect des droits de l'homme et ce que vous pouvez en ordonner aux services administratifs et gouvernementaux. Je voudrais que nous puissions avoir quelques précisions, si vous le permettez, avec Bruno Le Dreff, sur ce qu'il est advenu des personnes qui ont été internées ou arrêtées.
Je voudrais qu'on aborde, Monsieur le Président Boudiaf, maintenant le chapitre de la jeunesse, qui est vraiment l'élément de base très important de tout ce qui va se passer dans ce pays. 4 habitants sur 5, dans ce pays de 25 millions de personnes environ, ont moins de 25 ans, ce qui est extraordinaire comme fourmillement et comme capacité d'ailleurs. Dans ce pays dont la population a quadruplé en 30 ans, les jeunes sont donc en première ligne. Dans les émeutes de 88, c'était d'ailleurs visible. Je voudrais que nous regardions le reportage que Bruno Ledreff précisément et Bruno Carrette ont tourné et qui donne la parole à 3 types de jeunes, c'est-à-dire des jeunes issus de milieux tout à fait différents. Et nous nous retrouvons tout de suite après. Merci. C'est comme ça la vie. Hein. C'est l'Algérie, ça. Il va exploser. Ça n'est pas longtemps, il va exploser, cette Algérie. Ici, la vie, c'est un calvaire, quoi. Tu te dis, c'est un mauvais quart d'heure à passer. C'est tout. Il faut comprendre que cette jeunesse-là est l'avenir du pays. Et vraiment le pétrole de ce pays. Ils ont moins de 25 ans, ils représentent 70% de la population du pays. Un Algérien sur 2 a moins de 15 ans, 1 sur 4 moins de 7 ans. En moyenne, 5 enfants par femme, l'un des taux de croissance les plus élevés au monde. Les rues d'Alger débordent d'enfants, ses habitations également. Frères, sœurs, parents, grands-parents, parfois oncles et tantes s'entassent dans des appartements évidemment trop petits. Et le reste suit. École inadaptée, université en plein désarroi et le chômage à l'arrivée. Alors, on survit de petits trafics, le trabendo, première étape d'un marché noir omniprésent, la vente de cigarettes. L'un de ces petits vendeurs a accepté de nous parler. Il a 15 ans, 6 frères et sœurs, et rêve d'étranger. Non, un petit peu. Pas, mon quartier, ce n'est pas... Un petit peu, il est grand. Maintenant, il est en France. Je ne sais pas où il est. Il est libre. Il y avait beaucoup de sorties à la France, à Belgique, à l'Espagnol. Alors, je fais... Avec lui, je vais vendre des cigarettes, après je pars. Parce que tu as envie de quitter l'Algérie? Oui, parce qu'il y a la jeunesse, ils ne me donnent pas la société, comment dire, ils ne me donnent pas les... Dis-le en arabe. ils ne donnent pas المعاهد باش نخدموا فيهم ولا la police, ils m'ont frappé, les gens, ils m'ont dit tu ne travailles pas à cette chose. C'est pas un pays ça, c'est pas un pays. Le fils c'est merdier celui-là, c'est écrasé. Il me tue les gens, alors comme ça, avec. On va à l'étranger, on va faire un petit peu le tawil, dire le tawil ou on dit là الجزائر. Amine passe ses journées dans les rues en attendant de réaliser ses rêves d'Eldorado étranger. L'étranger que les Algériens reçoivent aujourd'hui directement chez eux, sur leurs écrans de télévision. Face à face, une chaîne algérienne, en arabe qu'on ne regarde plus, et une quinzaine d'étrangères, surtout françaises. Les paraboles de réception satellite couvrent les toits d'Alger. Dans l'ensemble du pays, 8 millions de foyers, riches ou pauvres, en possèdent. Les jeunes, comme leurs parents, vivent à l'heure du zapping à l'occidental. Merwan, fils de l'un des metteurs en scène les plus célèbres d'Algérie, dénonce cette perte d'identité culturelle. La culture dans notre pays a été effacée, gommée. Gommée parce que le jeune a été étouffé pendant 30 ans de parti unique et que la culture ne représente rien. C'est un mot qui ne veut rien dire. Surtout pour les pachydermes, les dinosaures du pouvoir qui ont plus main basse sur la réalité, qui sont en dehors de la réalité. Ils sont dans leur haute sphère où ils tiennent des discours encore langue de bois, toujours des discours, on nous a gavé de discours. Et ça continue, quoi. La jeunesse ne prend pas confiance parce qu'elle entend des discours, on leur promet la lune et bon, il n'y a pas de concret et la jeunesse attend du concret. Et la jeunesse, tout le monde est branché sur parabolique. Toutes les villas, tu ne trouveras même plus à Alger quelqu'un qui n'est pas branché, tu vois. C'est une mode qui s'est généralisée. Tout le monde est branché sur parabolique, voit Rick Hunter, voit des tas de séries de télévision, voit des pubs de Coca-Cola.
Ils voient des pubs de Tahiti Douche où ils voient le rêve, et pour eux, l'idéal, le paradis représente l'Occident, l'Australie, le Canada, et ils ont des aspirations à voyager, à laisser tomber leur pays, quoi. Et ils croient plus en ce pays qui leur a rien offert, quoi. Donc la jeunesse est complètement désemparée. On en a marre des apprentis sorciers. On en a marre des apprentis sorciers dans la politique, des dinosaures du pouvoir, qui font du népotisme, qui posent leurs frères comme ministres, qui font de la magouille, qui pillent le pays. On en a marre des apprentis sorciers religieux, qui se prennent pour de nouveaux prophètes, alors qu'il y a un seul prophète, c'est Mohamed, et il n'y en aura jamais d'autres. Tu vois, il y en a marre qu'on nous la fasse. Il y en a marre parce que c'est la jeunesse qui paye. Les jeunes veulent faire des trucs, ils sont là et tout, mais bon, maintenant ils sont devenus amorphes, quoi. Parce qu'on c'est devenu des morts vivants. Ils errent dans les quartiers et tout, et ils ont rien. Ils tiennent les murs, et voilà. Ceux qu'on appelle ici les hittistes, de l'arabe hit, le mur. Ils passent le temps appuyés contre un mur ou en vague promenade, sans but. Alger en est empli. Comme la plupart d'entre eux, Amine fut exclu de l'école, dans les rues, à 15 ans. Et j'ai acheté les cigarettes, après je fais le marché noir. J'ai acheté pré-taxe, après je fais le marché noir. Et tu gagnes suffisamment d'argent comme ça? Un petit peu, 400 dans le paquet. 400... 4 dinars. 4 dinars Oui, par paquet. Par paquet. Ah, et dans le cartouche, c'est pas 20 dinars. Comme ça. Pas trop beaucoup. La jeunesse, il ne donne pas vivre, il casse la tête, c'est la jeunesse. Tu trouves ça normal comme vie, à 15 ans? Oui, un petit peu. Tu aimerais pas faire autre chose, être à l'école? Non, j'aimerais pas. Parce que l'école, il ne donnait pas comment lire un petit peu en français. Je ne sais pas lire, moi, un petit peu. Ils t'ont pas appris à lire? Oui, il me prend parce qu'il ne prend pas toutes les choses. Toutes les choses, il ne prend pas. Comme ça. À l'opposé d'Amine, Yassir, d'origine bourgeoise, lui, a réussi à l'école. Moins bien dans la vie professionnelle. Sa tentative pour développer un studio de mixage ultra-moderne tourne court. Fier d'être algérien, il nous dit aussi son désespoir. On est fiers d'être algérien, parce que c'est un peuple qui a une histoire, en plus encore récente, une histoire très dynamique, très... On est écœuré de voir comment notre histoire a été confisquée par 3-4 bonhommes, quoi. 3-4 bonhommes, façon de parler. Et ça, on est écœuré de voir ça, quoi. Mais c'est vrai qu'on est fiers d'être algérien. Des fois, je suis en run contre mon pays. Je dis merde, je vais me casser, je pars de ce pays, je vais vivre autre part, tu vois. Il y en a ras-le-bol. Et d'un autre côté, je me dis merde, putain, ce pays-là, faut se défoncer pour lui. Il mérite qu'on se défonce, tu vois. Et ça, c'est important, tu vois. Boudiaf, s'il a la confiance de la jeunesse, et si on s'ensemble, on peut faire des choses, tu vois. Mais bon, faut que des têtes tombent. Faut que les mecs qui s'accrochent au pouvoir comme des vautours, faut que ceux-là, ils s'éliminent. Tu peux pas faire tomber. Chadli ne peut pas démissionner si les gens qui ont été avec lui, qui l'ont placé, qui ont mangé avec lui, eux ne tombent pas. Non, tu peux pas. Tu peux pas t'attaquer au social comme ça, condamner des gens. C'est vrai, bon, le fils. Mais c'est une injustice, quoi, parce que l'ordre a été bafoué en bas, populaire par le fils, mais il a été bafoué en haut aussi, par ces mecs-là qui sont mis du fric et qui je pense, vont lier les mains de Boudiaf, risquent de lier les mains de Boudiaf. Les jeunes Algériens n'ont plus de rêve. On leur a volé leurs rêves, on leur a volé leur enfance. C'est fini, quoi. On a l'impression que c'est l'apocalypse psychologique. C'est collectif. Une apocalypse psychologique que les jeunes Algériens ont tenté d'exorciser dans les mosquées. Des mosquées désormais sous haute surveillance. Impossible d'approcher celle de Kouba, où prêchait le très charismatique Ali Belhadj, aujourd'hui emprisonné. Interdit de se rassembler dans les rues avoisinantes, autrefois envahies de fidèles pour la grande prière du vendredi. Des fidèles, militants du fils, qui ont rasé leur barbe et remis leurs jeans. Ils ont peur. Aucun n'acceptera de nous parler,
de nous raconter cet engagement politico-religieux. Les explications sont pourtant simples, nous dit Yassir. Je sais pas, quand on vit à une douzaine de personnes, grand-père, grand-mère, père, mère, cousins du bled, les frangins chômeurs, les deux frangines, avec les tabous qu'on a ici, la promiscuité que ça implique, dans une pièce et demie, 2 pièces, avec pas d'eau toute la journée, qu'à la mosquée qu'on peut prendre un peu d'oxygène, quoi. Et forcément, on peut chercher la solution que dans l'irrationnel, parce que rationnellement, on ne voit pas. Moi, personnellement, je vois pas, quoi. Et ça me fait très peur, quoi, parce que j'aime bien les entrecôtes grillées, j'aime bien avoir chaud, être devant ma télé, avoir la paix, et pas économiser les bouts de chandelle et flipper quand la fin du mois arrive, quoi. Il y a une grande amertume de la part de la jeunesse à l'égard de la nomenclatura C'est de algérienne. l'amertume, c'est de la haine, c'est une envie de les exterminer. C'est une haine totale, quoi. C'est trop. C'est trop, c'est ça le FIS. Le FIS, c'est pas un programme religieux ou c'est pas une flambée mystique de l'Algérie profonde, hein. C'est maintenant on va régler les comptes. Ok, vous êtes servi, ben hasbo. On va régler les comptes, on va vous déculotter. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Moi, personnellement, je vais essayer dans la mesure du possible de me faire la malle. La malle, l'exil, pour quelques-uns, peut-être. Les autres, ils sont 20 millions, restent sans doute l'avenir de l'Algérie, mais ils se demandent si l'Algérie est bien leur avenir. Tous ceux qui, comme vous, M. Boudiaf, viennent de voir ce reportage, qui sont dépourvus de préjugés, doivent juger que c'est terrible pour un leader historique, pour vos compagnons, d'avoir fait la révolution pour aboutir à ça. Alors j'ai envie de vous demander, j'imagine que ça compte dans le fait que vous soyez rentré en Algérie, mais qu'est-ce que vous comptez faire pratiquement, réellement, et sur quelle durée pour que ces jeunes ne votent pas avec leurs valises et ne s'en aillent pas de ce pays, car c'est quand même la force vive? Ça c'est vrai. Vous avez souligné à plusieurs reprises dans cette émission le marasme économique, chômage, dépendance alimentaire et industrielle, un très lourd endettement puisque les 2 tiers des revenus pétroliers y sont consacrés, ne serait-ce qu'au remboursement de la dette. Alors je vous propose d'abord que nous regardions ensemble un reportage de Christophe Marté et de Bruno Carrette et nous nous retrouvons avec le président Boudiaf pour voir quelles sont les solutions qu'il envisage et surtout comment il va prendre le problème qui est vraiment très difficile. Nous sommes à 30 mètres sous terre, le chantier du métro d'Alger. Ici, on utilise de l'explosif pour le percement du tunnel. À plusieurs reprises ces derniers mois, on a dû fermer le chantier. L'explosif aurait pu être volé et utilisé à d'autres fins. Une anecdote qui illustre à quel point l'économie algérienne vit au rythme de la crise politique qui secoue le pays. Un jour, le chantier manque de ciment. Le lendemain de sable, plus souvent encore d'outils. Résultat, 4 ans de travaux pour 1,5 km de tunnel, quand il faut 5 fois moins de temps en Europe pour un ouvrage équivalent. Ça aurait pu aller plus vite si on avait attaqué avec plusieurs fronts, mais nous réalisons selon les moyens qu'on a. C'est-à-dire que vous auriez pu avoir par exemple plus de mécanisation du chantier? Oui, mais il est difficile un peu d'investir sur 1,5 km pour l'entreprise, je veux dire. Au chantier, Kamel Lassen est responsable du secteur bétonnage. Avec 10 000 dinars par mois, l'équivalent de 2 500 francs, il gagne bien sa vie, dans un pays où le salaire moyen atteint à peine 1 000 francs par mois. Cette année encore, les produits alimentaires ont échappé à la libération des prix, reportés, car jugés trop impopulaires en période de Ramadan. Kamel, comme l'immense majorité des Algériens, respecte la tradition. Il souhaite néanmoins que son pays se modernise et encourage l'initiative individuelle. Il y a du ménage à faire, hein. C'est-à-dire au niveau des autres entreprises, il y a
Il y a beaucoup à faire. Hein. Il y a des gens qui sont compétents, qu'il faut faire travailler. Oui, qu'il faut faire travailler, qu'il faut exploiter, quoi. Hein. C'est-à-dire c'est des gens qui ont été formés, c'est-à-dire l'Algérie a investi, tout ça, sur ces gens-là. Il faut leur ouvrir les portes, quoi. C'est-à-dire, en quelque sorte, il y a eu des habitudes de prise en charge. L'État prenait tout en charge. Il n'y avait pas vraiment un choix personnel. Et j'espère que c'est-à-dire, le changement viendra au niveau du citoyen, quoi. C'est-à-dire par lui-même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des mentalités à changer. Vaste secteur en crise, le logement. On s'entasse dans des maisons construites dans les années 70. Plus loin, des chantiers permanents où l'on manque de tout. Ciment, briques, même l'outillage le plus rudimentaire fait défaut. Une seule pioche pour les ouvriers qui travaillent ici. La presse dénonce la gabegie, la corruption qui règne dans le bâtiment. Personne ne sait quand ces immeubles de bureaux seront terminés. À Alger même, plusieurs dizaines de milliers de familles attendent tout simplement un appartement. Je ne pense pas que ce soit un problème de main-d'œuvre ni de savoir-faire. La main-d'œuvre algérienne, elle est bonne. La preuve, c'est quand elle est à l'extérieur, donc elle est performante. Je prends notamment le cas de l'ouvrier algérien en France, particulièrement. Moi, je pense que pour répondre tout ou partie à ses besoins, il faut mobiliser l'épargne privée. Il faut intéresser le privé à construire sa maison, quitte à lui proposer des avantages fiscaux, par exemple. L'EMAC, l'entreprise publique de fabrication de chaussures, la plus grande d'Algérie. Ici, 1400 ouvriers travaillent sur des machines installées il y a près de 30 ans. Les méthodes de travail sont archaïques et la qualité en pâtit. 6 millions de paires de chaussures sont fabriquées chaque année, mais elles sont boudées par les Algériens. Difficulté supplémentaire, nous explique le patron de l'usine. Le seul client à l'exportation, l'ex-URSS, a stoppé ses commandes, alors les stocks s'entassent. Une modernisation de toute l'industrie algérienne s'impose. Elle coûterait 100 milliards de francs, 2 ans de revenus pétroliers. Le chômage, lui, atteint des proportions dramatiques. Un Algérien sur 3 en âge de travailler est sans emploi. Et au ministère de l'Industrie, on n'exclut pas que la situation puisse s'aggraver encore. Le redressement de l'outil doit, comme je vous le disais tout à l'heure, passer obligatoirement par un toilettage. Bien, ce toilettage peut concerner les actifs, mais peut concerner aussi les travailleurs. À un moment où les ressources de l'Algérie se font plus rares, eh bien, on a besoin à ce que cet outil soit plus percutant. Pour cela, il y a donc lieu d'assainir économiquement cet outil et non pas de le débarrasser au sens enfin assez brutalement du terme, mais disons d'élaguer tout ce qui pourrait consister en branches d'activité, en unités de production économiquement peu viables ou non viables. Ces images aux couleurs passées, tournées en 1974 à la grande époque du pétrole algérien. Les devises, tirées de l'or noir, remplissaient à l'époque, sans effort, les caisses de l'État. Mais aujourd'hui, le prix du baril a chuté. Les recettes aussi. 13 milliards de dollars en 85, 9 milliards cette année. Ces recettes arrivent tout juste à couvrir le remboursement de la dette et les importations alimentaires. En Algérie, pratiquement toute la nourriture est achetée à l'étranger. Les légumes secs, les céréales, le sucre, comme ici en provenance du Brésil. Le gouvernement, qui veut stopper le délabrement du pays en 2 ans, a une marge de manœuvre très étroite. Car s'il a besoin d'argent frais pour moderniser l'économie, il sait que la priorité reste de remplir les magasins. Seul moyen de maintenir le calme au sein d'une population de plus en plus désemparée.
mesure une fois encore l'ampleur du travail qui attend le gouvernement et vous-même. Très rapidement, d'où peut venir le redémarrage? De l'intérieur du pays et dans ces conditions, comment? Ou bien est-ce qu'il viendra essentiellement, est-ce qu'il dépend essentiellement des prêts financiers internationaux? Moi, je crois, avant d'en arriver là, il faut dire que l'économie algérienne est malade. On a commencé par une étatisation de toute l'économie. L'État s'occupait de tout. Et de là, on est passé directement au libéralisme, alors forcené. Et c'est là l'économie algérienne n'avait pas besoin de ces chocs terribles. Et c'est ça qui explique la situation. Or, cette Algérie a les Précisément avec un reportage et plusieurs questions que nous avons à vous poser, Bruno Ledreff et moi, sur l'aspect de nos rapports franco-algériens ou algéro-français. 800 000 Algériens vivent aujourd'hui en France, c'est un chiffre qu'il faut connaître. C'est une communauté en réalité assez atomisée qui s'est peu exprimée aux dernières élections algériennes, puisqu'il paraît qu'on a recensé à peu près 10 000 votants. On sent ces personnes très déchirées, très hésitantes et surtout craintives sur l'avenir de leur pays. Regardez ce reportage de Agnès Poirier et Jean-Thomas Secaldi, réalisé cette fois en France. Islam, religion que le monde entier repousse et blâme, blasphémée par des simples d'esprit n'ayant ni cœur ni âme. Trop souvent, musulman est synonyme de Coran. Trop de gens en ce moment l'interprètent mal en parlant. Oui, mauvais traducteur contre vous, il faut que l'on agisse. Tous dans le même panier, pour le même vice. En effet, Dieu le Père est-il sectaire? Les hommes sur terre ne sont-ils pas frères? Ont-ils oublié le chapitre concernant l'enfer? Délateurs, je le proclame, ils se font diriger par Chétan. Proché le déclin de son règne, il finira droit aux flammes. Par le pouvoir de Dieu sera découvert tout complice, manipulateur de l'humain, force du mal et du vice. Si Yazid chante l'islam, c'est, dit-il, pour tous ses amis qui parfois oublient. Yazid, lui, n'oublie pas qu'il a deux pays, de chez lui. La France, la banlieue de Paris d'abord, où il a grandi, où il est devenu musicien, où son groupe de rap, baptisé 93 NTM, s'est formé. Et puis l'Algérie. Il y est retourné 2 ans pour son service militaire. C'est là-bas qu'il a commencé à s'intéresser à l'islam. C'est pour cet autre chez lui qu'il s'inquiète aujourd'hui. On a eu le FLN juste après les Français, maintenant on va avoir le fils. Non. Il va où le pays? Parce qu'il faut penser à l'avenir du pays. Si le fils c'était un... S'il avait au moins... C'est pas des politiciens les mecs, c'est des religieux, ça n'a rien à voir. La politique et la religion, il faut pas la mélanger, c'est la merde. Quand tu mélanges les deux, parce qu'il y a trop de contradictions. Chacun sa propre vision de l'Algérie, suivant le village ou le quartier d'où l'on est issu et suivant ce que l'on vit en France. Karim, 24 ans, est au chômage depuis 6 mois. De plus en plus, les images de Bab el-Oued où vivent ses cousins et de Garches-les-Gonesse où il a grandi se superposent et se confondent. C'est la haine que les gens eux-mêmes ne peuvent plus supporter. De ne pas avoir d'avenir, de ne pas voir au bout le bout du tunnel et tout. Tous les jours sont pareils, se ressemblent. Mais c'est la même chose pour les banlieues en France aussi. On est obligé d'associer les choses, c'est pas religieux. Mais il y a des gens qui croient pas. Juste ils ont voté pour le fils, c'est pour, c'est moi l'expression, emmerder le gouvernement, c'est pour dire on en a marre. C'est tout, ça le problème il est là. Sinon l'islam et tout, même pour tous les nouveaux, les associations ils veulent des locales, des choses comme ça. Faites le tour des banlieues, vous verrez. Les gens où j'habite, moi j'habite à Garches-les-Gonesse et tout. Les musulmans sont souvent ils vont prier dans des locales à moto et tout. Ils veulent un terrain, on leur donne pas. Et les gens, ça fait 30 ans qu'ils sont ici. Dans les années 50, ils sont venus. Dans une démocratie, dans un pays moderne, la 3e puissance mondiale, la 4e puissance, peut-être la 3e puissance mondiale économique et tout, la France quand même. Qu'est-ce que tu vois au fond dans les banlieues, qu'est-ce qui se passe? Dans la religion, qu'est-ce qui se passe? C'est le même malaise. C'est le même malaise. Les gens triment pour chercher du travail. Ils défagent de TUC, de CVP. Depuis 80, ils ont inventé et tout. TUC. Vous passez comme ça, quand il y a des problèmes de chômage, c'est temps, on invente des stages, on favorise les entreprises pour qu'ils payent moins d'impôts et tout. Et on case 400 000 à 300 000 personnes, ça fait baisser la balance du chômage, et on repart. Et ça change pas. C'est juste des beaux parleurs, juste des beaux parleurs. Et maintenant, les gens, ils en ont marre, ils les ont là. Et un jour, moi je parle pas pour moi, mais vraiment, ça pètera, mais vraiment comme il faut. À la tombée de la nuit, le premier repas de la journée. Dans la famille Ouissi, tout le monde fait le ramadan. Depuis son départ d'Algérie en 62, M. Ouissi n'a jamais cessé de travailler. Il est aujourd'hui gardien d'immeuble au Val-Fouré de Mantes-la-Jolie. Ses 8 enfants ont grandi ici. Tous les ans, il repart dans la maison qu'il s'est fait construire, là-bas au pays.
Si le fils est né, c'est par la misère, c'est tout, par le manque de tout. C'est ça, tous ces jeunes, il faut y aller en Algérie pour voir tous ces jeunes qui sont au chômage, sans rien. Le nouveau gouvernement actuel est actif, je le vois, parce qu'ils se déplacent partout, ils se débattent pour remettre tout notre pays sur les rails. Parce que vraiment, ils ont du pain sur la planche, ils ont du boulot. Ils ont du boulot parce que franchement, c'est une catastrophe. C'est vrai. C'est une catastrophe. Et moi, ce que je veux, c'est que tout Algérien ne souffre pas. On a assez souffert déjà, et on ne veut plus souffrir. Et qu'est-ce qui m'a amené, moi, ici? Je ne suis pas un réfugié politique, moi. Moi, je suis venu ici comme réfugié économique, c'est tout. Et si d'ici, si mon pays repart bien, moi je rentre chez moi. D'ailleurs, c'est ce qui m'attend parce que à ma retraite, moi dans 8 ans, moi si Dieu veut, je rentre chez moi. Mais il ne faudrait pas que je rentre dans un pays où il n'y a rien. Alors c'est pas la peine. Comme tous les soirs pendant le ramadan, M. Ouissi part à la mosquée. Une mosquée dont il est fier. D'interminables négociations ont présidé à sa construction. Les plus âgés du quartier la fréquentent, les jeunes sont encore peu nombreux à pratiquer, même s'ils affichent de plus en plus nettement leur fierté d'être musulmans. Une quête d'identité qui passe par l'affirmation de sa culture et de sa religion, ou bien le signe d'un durcissement et d'un repli sur soi. Beaucoup de jeunes beurs découvrent l'Algérie en 88, quand l'armée tire sur des manifestants. Une répression sanglante qui choque la communauté algérienne en France. Abdel Aïssou est à l'époque rédacteur en chef de Radio Beurre. Il prépare aujourd'hui l'ENA. Ce que nous avions dit en octobre 88, nous le disons à nouveau. Nous avons besoin, même si nous ne retournerons pas nous installer dans ce pays pour la très grande majorité d'entre nous. Pour ma part, je n'envisage pas d'aller vivre et travailler en Algérie. Je pense donc que nous avons besoin de ce pays sur une certaine symbolique et en même temps sur une réalité. La symbolique, c'est que de penser que la terre dont on est issu, eh bien, c'est une terre qui va vers une espèce de prospérité économique, mais en même temps démocratique. La journée de la femme, vue de Mantes-la-Jolie. Beurettes ou femmes immigrées, responsables d'associations ou mères de famille, elles sont venues parler de leurs préoccupations. Quelle éducation pour les enfants, quel logement, quelle formation, et puis quelle place réserve-t-on aux femmes aujourd'hui, quel rôle peuvent-elles jouer? Nous voulons surtout montrer en fait à travers la réappropriation à notre culture que nous pouvons être des musulmanes, être des femmes comme les autres, vivre normalement sans tomber dans l'intégrisme. Vigilantes, ces femmes sentent qu'elles doivent l'être doublement. Quand la société française les rejette parce qu'elles sont d'origine maghrébine, quand certains de leurs frères, de leurs compatriotes veulent les enfermer à la maison parce qu'elles sont femmes. C'est pas parce qu'on ne croit pas à la religion, on y croit, mais c'est pas pour ça qu'on doit mettre un foulard pour cacher tout quoi, et pour aller à la mosquée pour ça. Donc on est, si vous voulez, on est musulmans. Mais on n'accepte pas ce qui se passe en Algérie. On voudrait bien que l'Algérie redevienne comme elle était. On est retourné plusieurs fois, mais depuis que le fils il a commencé, on a eu peur. On ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller à cause des problèmes qu'il y en a là-bas. On ne peut pas parce qu'on a peur de venir à la douane. Une jeune fille, mes filles qui ont 16 et 17 ans, ils repartent en Algérie, il leur faut le foulard, il leur faut tout ça. Alors mes filles, ils ont peur, ils ont la crainte de retourner en Algérie. Ils n'arrivent pas à retourner là-bas à cause de tout ce qui se passe. Un camarade d'assistance est là, présente, à la cité Emmaüs. Si l'on surveille l'actualité en Algérie, c'est ici d'un œil distrait. Préoccupation majeure des jeunes de cette cité d'Argenteuil, comme partout ailleurs en banlieue, obtenir une salle. Mohamed vient même de créer une association. Il veut aider les petits à faire leurs devoirs, les plus grands à trouver du travail, mais surtout que le dialogue s'instaure entre les jeunes et les autres habitants de la cité. Ce matin, l'équipe médicale d'Intermed Assistance est venue lui prêter main forte.
Ils s'occupent de prévention contre le sida, mais il leur faut d'abord aller à la rencontre des gens, les faire parler d'eux, les mettre en confiance. Et alors seulement l'information peut passer. Ouais, je sais pas, on va essayer de voir, faudrait qu'on leur dise. Face à tous ces combats qu'il faut engager sur le terrain français, l'Algérie semble bien loin. Et l'idée que les Beurs pourraient être sensibles au slogan du fils laisse Mohamed perplexe. En France, on a vécu quand même des choses qu'on a appréciées quand même. Le fait justement de côtoyer facilement les individus tels que les relations qu'on pourrait avoir avec les femmes, la façon de s'habiller, le comportement qu'on peut avoir sur une plage, l'envie de, je sais pas, de désirer boire un verre à une terrasse, même de l'alcool. Bon, tout ça, on l'a vécu. Et bon, maintenant, si les Beurs se réclament du fils, là, je comprends plus. Là. Je comprends plus. Il y a quelque chose qui m'échappe. C'est plus une fierté algérienne en se réclamant justement algérien avant tout que du fils, quoi. C'est surtout ça, je crois. Le plus important, nous dira Mohamed, c'est que l'Algérie bouge enfin, après tout ce temps sous anesthésie, même si ça n'est pas dans le bon sens. Mais pour beaucoup, c'est une situation impossible à vivre, un impossible choix, un déchirement. On est un peu coincé entre le marteau et l'enclume. On doit être à la fois vigilant par rapport à ce qui se passe dans nos pays d'origine ou dans le pays de nos parents, mais il faut aussi qu'on soit vigilant pour ne pas être récupéré par l'extrême droite ou des personnalités X ou Y qui vont nous manipuler par rapport à ce qui se passe là-bas. Parce que malheureusement dans ce pays, depuis maintenant 10-15 ans, la communauté algérienne en France est vécue à travers le prisme de ce qui se passe dans les pays d'origine, à travers l'intégrisme, le terrorisme, l'insécurité, la délinquance, etc. On mélange tout, et là nous on est coincés là-dedans. Les Algériens de France ne parlent pas d'une seule voix quand ils parlent. Ainsi, aucun membre du fils, peu implanté en France, pour l'instant n'a accepté de témoigner. Pour certains, la démocratie l'a échappé belle, pour d'autres, elle en a pris un sacré coup. Et l'on s'inquiète des atteintes aux droits de l'homme. Tous sont aux côtés du peuple algérien. Et la vie continue, loin de l'Algérie. Alors, M. Boudiaf, malgré l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire 30 ans en ce moment même, est-ce qu'il ne faut pas constater qu'en l'état actuel, les biens de consommation d'une part et les images de télévision étrangères, françaises notamment, d'autre part, secrètent de l'envie, mais que d'un autre côté, ça fabrique aussi du rejet parce que tout le monde est loin de là, n'en a pas les moyens, n'a pas le travail recherché. Est-ce que vous n'êtes pas fondamentalement, dans cette Algérie indépendante, tiraillé des deux côtés ? C'est vrai, il y a un tiraillement au point de vue culturel, il y a un tiraillement par l'image. Et je pense que pour ce qui concerne l'immigration, je profite de cette occasion pour saluer tous les militants qui ont été avec moi dans le PRS. Je connais bien la Fédération de France pour y être resté de 52, 53, 54. Je suis revenu souvent après l'indépendance et j'ai vu cette masse d'ouvriers, ces Algériens qui sont de l'immigration, que je salue et à qui je dis ceci. L'Algérie pense à eux. Il faut dire que depuis l'indépendance, on ne s'est pas occupé de cette immigration. Un des dossiers, des premiers que j'ai demandé à voir est le dossier de l'immigration. L'Algérie va